Voilà, au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à ce face à face. Comme son nom l'indique, l'idée c'est de se voir et ensuite discuter, interagir avec le conférencier du lundi soir. Ces lundis soirs ont été inspirés par un livre qui est celui-ci, Penser, agir, un excellent ouvrage qui a été publié par Xavier Comtesse, à qui je vais dans un tout petit moment donner la parole pour nous dire pourquoi Jérôme Miseret fait partie des contributeurs de cet ouvrage. Voilà, alors la règle du jeu, c'est un quart d'heure, 20 minutes pour permettre au conférencier d'exposer son thème et ensuite chacune et chacun d'entre vous intervient une grosse minute. Cela demande à Jérôme Miseret de réagir ou pas. On va voir un peu comment on agit. Si vous voulez ensuite revoir ces conférences, eh bien vous allez sur la chaîne du Cercle des dirigeants d'entreprise sur YouTube et vous avez de quoi passer de longues soirées encore d'hiver devant votre cheminée ou pas. Il y a des thèmes vraiment qui ont été traités qui sont, ma foi, assez disrupants. C'est d'ailleurs un peu le thème de ce soir. Alors, d'abord, Xavier Comtesse, pourquoi avoir choisi Jérôme Miseret parmi les 56 contributeurs de ce excellent Penser agir? Alors, Jérôme est un personnage tout à fait important pour la Suisse. C'est le premier, le second qui a créé un Fab Lab à Neuchâtel. Un Fab Lab, c'est un lieu où les makers, ces jeunes gens, se rencontrent pour fabriquer le monde de demain. C'est en gros des gens qui font du 3D printing et aussi beaucoup de microprocesseurs. C'est vraiment ce qu'on appelle dans le monde les makers. Ils inventent le monde de demain en le faisant. C'est un petit laboratoire qu'il a monté à Neuchâtel et la Suisse lui en fait gré parce que c'est vraiment un acteur très important de ce qu'on appelle le réseau des Fab Labs. Merci beaucoup Xavier. Alors Jérôme Miseret, merci d'être avec nous ce soir. Vous connaissez un peu la formule, on en a parlé. Alors d'abord, vous nous dites qui vous êtes, ce que vous faites en une petite minute et ensuite je vous laisse la parole pour le quart d'heure, 20 minutes de présentation. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement à Jérôme Miseret. Merci. Et bonne conférence. Merci, merci à tous, bonsoir. Merci Enza pour l'invitation pour cette conférence et puis merci à Xavier de m'avoir invité pour écrire ce chapitre dans ce livre Penser agir. J'ai une petite présentation et je propose donc de partager mon écran en espérant que ça fonctionne bien. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran ? Ça fonctionne ? Très bien. D'accord, ok, très bien. Merci. Alors, donc ce soir, nous allons parler un peu de matériel libre qu'on appelle open hardware en bon français, et donc des licences ouvertes, licences qui permettent d'encadrer le développement et la distribution de matériel ouvert et de donner quelques règles de fonctionnement pour les communautés de développeurs. Alors, ces licences, ce matériel ouvert, c'est un phénomène assez nouveau, mais qui est un peu dans la continuité du logiciel libre, qui était apparu dans les années 80 et qui a également eu besoin de mettre en place un cadre réglementaire sous forme de licence. Peut-être que vous avez entendu parler de ces licences GPL, Creative Commons, donc il y a plusieurs types de licences. Évidemment, pour le matériel libre, l'enjeu est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un coût de production et un coût de distribution qui n'est pas nul, contrairement aux informations qu'on peut facilement télécharger d'un bout à l'autre de la planète. Et donc, il faut trouver des modèles d'affaires pour permettre de distribuer du matériel ouvert.
Voilà, alors quelques mots sur moi. Donc, je suis diplômé de l'EPFL en microtechnique. J'ai même fait une thèse ensuite en optique médicale. Mais parce que la science ne me suffisait pas quelque part, j'ai été ensuite faire un postgrad à HEC Lausanne en gestion d'entreprise. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien voir un peu toutes les faces d'un problème. J'aime bien avoir une approche systémique. Et donc, voilà, c'est important pour moi d'avoir différents points de vue sur l'économie, sur le développement, sur la technologie, pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue business model, plus largement économique. Je suis aussi, comme Xavier a dit, un maker. J'ai une âme de maker. Et parallèlement à ça, donc, maintenant, je travaille à la Haute École Arc à Neuchâtel, effectivement dans le Fab Lab, mais aussi à la direction générale. Et aussi, j'enseigne à la Haute École de gestion, justement, ces cours de nouvelle économie, d'économie ouverte, dont on va parler ce soir. Alors, je reviens avec mon âme de maker, et puis je vais mettre ces petites lunettes là. Voilà. Et puis, parce que je voudrais introduire un peu cette présentation en vous parlant de ce développement. Alors les lunettes que je porte, ce ne sont pas des lunettes en fait, ce sont des écrans de protection qui sont utilisés par le personnel médical. Et si vous vous souvenez ce qui s'est passé donc, au printemps 2020, donc il y a eu cet arrêt de l'économie mondiale et tout d'un coup, rupture d'approvisionnement, de livraison de beaucoup de choses depuis la Chine, dont ces lunettes de protection. À un moment, on en avait effectivement beaucoup besoin, puisque c'est le moment où les malades commençaient à arriver dans les hôpitaux pour être soignés suite à la Covid. Alors, très vite, les Fab Labs ont eu l'information comme quoi il y avait une rupture d'approvisionnement et ont finalement, en quelques jours, en collaboration entre eux, mais aussi en collaboration avec les sites hospitaliers, développé des écrans alternatifs tout à fait fonctionnels, validés avec le personnel des structures hospitalières. Alors, celles que je porte étaient spécialement pour le CHUV à Lausanne. Il y avait un modèle qui était plus adapté pour la HUG à Genève. Donc, chacun avait un petit peu ses modèles de prédilection. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, les makers, une fois que le modèle a été développé et validé, les makers se sont saisis de ce modèle et ont fabriqué chez eux les branches. Alors là, vous voyez sur l'image une machine du Fab Lab de Neuchâtel que j'avais transportée chez moi et qui, pendant 8 semaines, a tourné j'allais dire jour et nuit, mais de 7 h du matin plutôt à 23 h le soir, pour fabriquer ces branches de lunettes que vous voyez sur le plateau de la machine. Alors, par ailleurs, contact avait été pris avec une entreprise de voilerie de la région de Lausanne. C'est une entreprise qui fait de la découpe de tissus pour les voiles. Et en fait, cette entreprise nous a aidés pour découper les écrans eux-mêmes, donc le film transparent qui sert de protection. Et en quelques semaines, nous avons réussi à fabriquer 7000 branches de lunettes et 43 000 écrans de protection, ce qui a permis d'assurer le fonctionnement des structures hospitalières sur la Suisse romande pendant ces 2 mois, voilà, 2 mois et demi. Alors là, on voit une chose qui est très intéressante, et c'est peut-être le premier message que j'aimerais transmettre ici, c'est que ces modèles d'affaires économiques, de l'économie ouverte, peuvent des fois être vus comme concurrentiels des économies plus traditionnelles. On pense peut-être que Linux va disrupter Microsoft ou va prendre la place de Microsoft. Mais en fait, on voit très bien dans cet exemple que les économies ouvertes et les économies plus traditionnelles, plus classiques, peuvent très bien fonctionner ensemble autour d'un défi. Et dans ce cas, voilà, c'est un bel exemple de résilience. On a pu travailler ensemble pour l'approvisionnement des hôpitaux romans pendant 2 mois et demi. Un autre exemple que je voulais vous montrer, c'est l'exemple de cette petite carte électronique. Je vais enlever mes lunettes, voilà. Cette petite carte électronique, ou c'est plus qu'une carte, c'est un petit développement électronique, s'appelle Safecast, qui a été développé à la suite de la catastrophe de Fukushima. Des makers ont produit cet appareil en associant un compteur Geiger et un GPS
Et puis, ils l'ont fixé sur des voitures, sur des vélos, dans des sacs à dos. Et ils ont pu faire comme ça, très rapidement, une cartographie de la radioactivité autour de la centrale. L'appareil que vous voyez a mis 6 jours à être développé et à être mis en fabrication. Et très rapidement, on a eu des cartes sur plus de 40 000 km de route qui ont permis d'avoir quasiment en temps réel l'état de la radioactivité autour de la centrale. À un moment donné où l'État japonais était complètement dépassé par les événements. Voilà, donc ça vous montre un petit peu la puissance du développement collaboratif par des communautés qui travaillent sur du matériel ouvert. Là, vous avez cet exemple-là été fait grâce à 3 Fab Labs qui ont travaillé ensemble. Un Fab Lab en Californie, un Fab Lab, le Fab Lab du MIT et le Hackerspace de Tokyo au Japon. C'est les 3 personnes que vous voyez sur la droite de l'écran. Et puis ensuite, les plans ont été distribués et l'appareil a été fabriqué soit dans d'autres Fab Labs proches de la centrale, soit dans des clubs d'électronique, etc. Et ont pu être très vite mis en place de façon à réaliser les mesures nécessaires. Voilà, donc là, on a 2 très beaux exemples de résilience d'organisation rapide, agile, efficace, citoyenne, dans des moments cruciaux, qui ont pu mettre en place des appareils qui ont une très forte valeur d'usage, et très rapidement. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on peut également créer de la valeur marchande, de la valeur d'échange avec ce type d'organisation? Et pour vous répondre, je vais vous montrer quelques exemples de projets qui ont réussi. Un premier exemple qui est cette carte qui s'appelle Arduino. Peut-être que quelques personnes ici connaissent. Donc, c'est une carte microcontrôleur qui a été développée par des professeurs et des assistants en Italie pour enseigner la programmation de systèmes embarqués à leurs étudiants. Les premières cartes ont d'ailleurs été fabriquées à Ivrea dans les anciennes usines Olivetti, raison pour laquelle vous voyez sur celle-ci c'est marqué Made in Italy, donc elles ont été effectivement fabriquées là-bas. Et très vite, donc, les schémas de cette carte ont été publiés. Et ça a engendré 2 choses très, très importantes et très intéressantes. D'une part, il y a eu une distribution très rapide de cette carte, puisque tout d'un coup, il y avait donc beaucoup d'entreprises ou d'acteurs qui pouvaient fabriquer et distribuer cette carte. Et en même temps, il y a eu la création d'une communauté d'utilisateurs qui s'est mis à travailler donc, avec cette carte. Et cette communauté d'utilisateurs, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a développé du code, chacun pour son application personnelle. Mais ensuite, ce code, ils l'ont mis à disposition des autres personnes de la communauté. Donc, en quelques années, on a eu une gigantesque librairie d'applications qui a fait en sorte que prototyper sur Arduino est devenu très facile et très efficace, parce qu'il suffit d'acheter une carte qui vaut $20 à peu près, et puis de télécharger les morceaux de code dont on a besoin, peut-être faire encore un petit peu de développement informatique autour, et puis voilà, on a tout de suite une application qui fonctionne bien. Donc très vite, ça a fait système, et donc Arduino est devenu le centre d'une communauté de développement dans le domaine du prototypage électronique. Alors, en parallèle à ça, les développeurs d'Arduino ont fait une chose assez intéressante. Ils ont déposé le nom Arduino et ils ont donné cette licence à 4 entreprises fabriquant la carte dans le monde. 2 aux États-Unis et 2 en Chine. Donc, il y a d'autres entreprises qui fabriquent, mais seules ces 4-là peuvent afficher le nom Arduino. Et en retour, elles versent des royalties à l'équipe qui a donc déposé ce nom. Et donc, cette équipe peut continuer à développer de nouvelles cartes. Évidemment, dans l'intérêt des fabricants, puisque ces fabricants peuvent ensuite fabriquer et distribuer ces nouvelles cartes. Voilà. Donc, voilà, si on revient sur le business model d'Arduino, on voit que ce qui est important pour Arduino, c'est d'une part d'avoir cette licence qui permet d'assurer le développement hardware grâce justement à ces royalties qui reviennent, et à cette communauté d'environ 30 millions d'utilisateurs qui produit du code
gratuitement pour cette communauté. Et donc, la monétisation est assurée par des entreprises partenaires. Un autre exemple intéressant, c'est celui-ci, celui de OpenDesk. Donc, OpenDesk, c'est une plateforme d'échange qui regroupe une communauté d'utilisateurs, de designers de meubles, dans ce cas précis, et un réseau de menuiseries capables de les produire. Donc, comment ça se passe? Les designers mettent sur cette plateforme leurs propositions de design de meubles avec des photos, mais aussi avec des plans de découpe et d'usinage, les plans que vous voyez ici. Et donc, si vous êtes maker ou bricoleur averti vous-même, vous pouvez fabriquer tout à fait gratuitement ces meubles, vous pouvez aussi les modifier et les fabriquer pour vous gratuitement. Mais par contre, si vous voulez faire appel à quelqu'un pour vous produire les meubles, donc vous allez contacter une de ces menuiseries qui est proposée sur le site, et cette menuiserie va évidemment vous facturer le travail, et en facturant ce travail, elle va ajouter 2 petites commissions, une pour le designer et une pour la plateforme. Et ça permet d'entretenir cette communauté de travail parce que ça fait rentrer de l'argent chez ces designers et pour les personnes qui entretiennent cette plateforme. Alors, ce qui est intéressant dans ce modèle d'affaires, c'est que tout ce qui est léger, c'est-à-dire les plans, l'information est globale. Donc, j'ai accès à tous les designers de la planète. Et tout ce qui est lourd est local. C'est-à-dire que je vais m'adresser à la menuiserie qui est près de chez moi, suivant un modèle qui est assez cher à la production, ce qu'on appelle pair à pair. Donc, c'est aussi le modèle des entreprises en circuit court, c'est-à-dire que le bois qui va servir à fabriquer le meuble, ça va être du bois qui était fait en Suisse, peut-être en France voisine, mais en tout cas pas en Chine, comme si vous achetez des meubles IKEA, par exemple. Voilà un deuxième exemple de modèle d'affaires assez intéressant. Et puis un troisième, c'est l'exemple de SparkFun. Donc SparkFun, c'est une entreprise qui fabrique aussi de l'électronique. C'est d'ailleurs une des entreprises qui a la licence pour fabriquer des Arduino. C'est une entreprise américaine. Et donc, ils fabriquent du petit matériel électronique, ces petites cartes que vous voyez à l'écran, qu'on appelle les cartes mezzanine, qu'on peut fixer sur un Arduino, qui peuvent servir soit de capteurs optiques, de capteurs de force, etc. Donc, de capteurs d'entrée pour un Arduino, par exemple. Et tout ce que produit SparkFun est en open source. C'est-à-dire que SparkFun développe les modèles, les fabrique et publie les plans des modèles, ce qui fait que d'autres entreprises peuvent également les fabriquer. Mais l'intérêt de SparkFun, c'est qu'évidemment, autour d'eux, ils ont une grande communauté de personnes qui font du prototypage, qui font différents systèmes. Et ces personnes-là, elles développent également des petits dispositifs. Et ces personnes, naturellement, s'adressent à SparkFun pour ensuite les faire fabriquer. Donc, SparkFun bénéficie des développements de la communauté pour avoir une gamme de produits plus large et donc les fabrique et les distribue, et le tout est en open source. Ils considèrent qu'ils ont à peu près 12 semaines de fabrication où ils sont les seuls sur le marché avant qu'un concurrent ne les ait, bien souvent chinois, ne les ait copiés. Et dans ces 12 semaines, ils ont assez de temps pour rentabiliser leur investissement et continuer le développement avec leur communauté. Pour information, SparkFun est maintenant une entreprise dont le chiffre d'affaires est évalué entre 100 et 500 millions de dollars avec 400 employés, donc c'est vraiment une très grande structure. Ici, de nouveau, on a un peu ce schéma classique d'une entreprise commerciale qui est adossée à une communauté de développeurs qui développent des produits en open source, et l'entreprise, en fait, fabrique et développe ces produits tout en maintenant ce côté ouvert de logiciels, de matériel libre. Après ces petits exemples, je voulais vous proposer un petit peu de voir quels sont les principes de base qui font que ces business models fonctionnent. Et en fait, ces principes sont assez simples.
les principes de ce matériel libre reposent en fait sur 4 principes généraux. Un qui est le fait de communiquer les plans et toutes les informations pour la production du développement qu'on est en train de faire. Donc, imaginez que vous avez envie de développer, par exemple, un système d'arrosage automatique basé sur un Arduino. Vous allez faire ce développement, choisir quelques électrovannes que vous allez connecter avec votre plateforme. Vous allez peut-être choisir aussi un capteur d'hygrométrie qui va donc activer l'arrosage. Et puis, donc, vous allez mettre tout ça à disposition du public et vous allez permettre les modifications. Et grâce à ça, il peut y avoir d'autres personnes autour de vous qui vont peut-être tout simplement prendre vos plans et puis reproduire la même chose. Et peut-être aussi qu'une fois, il y a une personne qui va dire « Ah, mais les électromanes, j'en ai trouvé des meilleurs ou j'en ai trouvé des moins chers, etc. » Et donc, il va apporter des modifications. Et ces 2 règles de base permettent de lancer, commencer une communauté de développement qui va permettre de faire un développement de produits très rapide, très agile, chacun participant avec ses améliorations et chacun pouvant bénéficier des améliorations de tout le monde. Ensuite, principe très important, il faut autoriser à vendre le produit. Et ça, c'est un petit peu différent des approches classiques du logiciel libre ou des licences Creative Commons, où souvent on interdit la vente du produit. Par exemple, si je fais une photo, je peux peut-être la mettre à disposition de tout le monde, mais peut-être je n'ai pas envie qu'elle soit vendue ou qu'elle soit commercialisée. Dans le domaine du matériel libre, il est très important d'autoriser à vendre le produit, parce qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui fabriquent ce produit et qui puissent donc monétiser tous les investissements et les coûts de production et de distribution. Et ça permet aussi d'assurer le financement et le développement de la communauté. Et puis la règle très importante, évidemment, qui va avec ça, c'est qu'il ne peut pas y avoir de privatisation du développement commun. Et donc, on impose que les modifications soient diffusées sous les mêmes conditions, sous les mêmes licences que le produit de base. C'est-à-dire que si vous modifiez un arrosage automatique, vous devez dire, ben voilà, je l'ai modifié, j'ai trouvé quelque chose de mieux pour les électromanes, alors vous allez publier vous-même ces informations. Voilà. Et pour finir, je voulais vous mettre 2 petits exemples d'une licence qui a été développée au CERN, qui s'appelle la licence OHL, Open Hardware License, qui est actuellement à sa version numéro 2, et dont voici quelques extraits que vous pouvez lire. Donc, si quelqu'un a fait donc, justement un développement de type l'arroseur automatique et que vous voulez reprendre son développement, eh bien, il vous donne une licence perpétuelle pour le monde entier, non exclusive, sans aucune charge et sans royalty, irrévocable, pour fabriquer le dispositif, pour l'offrir à la vente, le vendre, l'importer, enfin faire un peu tout ce que vous voulez. Et le côté, si vous voulez, le revers, c'est que la contrepartie, c'est que si vous modifiez ce dispositif, eh bien, vous devez ensuite publier à votre tour les modifications. Voilà, donc ça, c'était 2 petits extraits. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller visiter le site web du CERN qui vous donnera la licence complète. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion et en fait, juste pour vous passer 3 messages que je voulais passer ce soir, qui résument un petit peu tout ça. Premier message, c'est que l'économie ouverte crée de la valeur d'usage, mais aussi potentiellement de la valeur marchande. Et donc ça, c'est intéressant. Il faut trouver le bon business model, mais c'est tout à fait possible. Le deuxième, c'est que les modèles d'affaires traditionnels et ouverts peuvent travailler ensemble, et très souvent c'est le cas, dans le cas de Arduino, dans le cas de OpenDesk, il y a toujours une menuiserie qui est de l'industrie modèle d'affaires traditionnel et qui travaille avec une communauté de designers qui est plutôt dans le domaine du matériel ouvert.
Et puis, le parallèle à ça, c'est qu'évidemment, en tant qu'entreprise, il faut prendre soin et respecter cette communauté, entre guillemets, lui redonner autant qu'elle nous donne. C'est-à-dire que, évidemment, la tentation de privatiser des développements peut être assez grande. Mais évidemment, si on fait ça, on va tout de suite perdre la communauté. Et il y a eu des exemples de ce genre de choses qui se sont passées. Voilà, donc prendre soin de la communauté, ça veut dire que très souvent, en fait, on observe que les entreprises qui arrivent à fonctionner dans cet environnement, en fait, souvent, c'est des entreprises qui viennent des communautés de makers. Par exemple, SparkFun, le patron de SparkFun est une personne qui vient de cette communauté de développement. Et à un moment donné, il a dit, voilà, je vais moi-même fabriquer ces dispositifs parce qu'il faut les fabriquer. Mais il a gardé ce contact très fort avec la communauté qui fait qu'il a gardé la confiance et il a su voilà, redonner autant à la communauté que la communauté lui donne. Et ça, ce n'est pas facile à comprendre, à mettre en place pour des entreprises traditionnelles. Peut-être si je suis un petit peu méchant, je veux dire que les directeurs marketing qui viennent des écoles de commerce traditionnelles ont peut-être un peu du mal à comprendre comment fonctionnent ces communautés et comment jouer avec ces communautés et comment travailler ensemble pour faire la co-construction à cheval entre ces deux business models. C'est d'ailleurs pour ça que j'enseigne moi-même un cours justement sur les économies ouvertes, à la fois à la Haute École Arc à Neuchâtel et aussi en master d'innovation à Lausanne. C'est justement pour qu'on commence à comprendre justement la puissance de travailler ensemble entre une entreprise qui va monétiser des développements et une communauté qui travaille dans l'esprit du logique du matériel ouvert. Voilà un peu les messages que je voulais passer aujourd'hui. Et voilà, je réponds volontiers à vos questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme Miseret. Pendant que tu nous rends l'écran, je vous demande un bel applaudissement pour cette présentation. Où j'avoue, je n'ai pas encore tout saisi, mais les questions et l'interface tout à l'heure vont peut-être nous permettre d'aller de l'avant. Alors, comme on pouvait s'en douter, évidemment, les geeks ont commencé à discuter entre eux. Et j'aimerais tout de suite que Pascal, qui a soulevé tout de suite la question un petit peu de l'appartenance, hein, ce qui pourrait être une propriété intellectuelle, et certains petits malins finalement pourraient en profiter. Je vous demande peut-être 10 secondes de présentation sur vous-même et ensuite vous avez une large minute que vous ne dépasserez pas pour votre intervention. Pascal. Alors, bonjour, je m'appelle Pascal Carpentier, je suis responsable des systèmes d'information dans une ONG sur Genève qui s'appelle DNDI. Et pour m'amuser, je fais un doctorat sur les communs et en particulier sur l'open source hardware. Donc j'aurai une question un peu pointue, mais parce que ça m'intéresse pour ma thèse, alors je m'excuse d'avance. Et c'est notamment une question d'ordre cadre réglementaire qu'on ne peut pas, là en 20 minutes, adresser, mais le fait que le open hardware est souvent comparé à l'open source software, c'est un écueil que vous n'avez pas pris d'ailleurs. L'open source software, il y a ces notions de copyleft, des notions de licence qui permettent de faire en sorte que les gens qui contribuent sont obligés de contribuer dans un cadre qui ne fonctionne pas dans l'open source hardware, parce que justement, on parle d'idées et on va pouvoir mettre une licence sur une description, un schéma ou sur du code. Et là, il y a un petit vide de juridique dont on discutait tout à l'heure. Donc, ça, c'est ce point numéro 1. Le deuxième point qui m'intéresse, c'est parce que vous avez parlé de la santé. Et hors pandémie, les anciens business models et les directeurs marketing des grosses entreprises s'appuient sur un cadre réglementaire avec des barrières à l'entrée très puissantes, typiquement la FDA, l'IMA, etc., pour empêcher les petits malins de venir avec des outils qu'on puisse utiliser sur les patients pour protéger les patients. Et là, il y a un vrai problème, c'est qu'une communauté ne peut pas faire, même s'ils sont géniaux, un produit qu'on utilisera sur un patient. Je ne vous parle pas de 3D printing, mais de choses un peu complexes. Il faut créer une société, etc. Et donc, moi, c'est cet aspect, comment vous voyez l'évolution
du cadre réglementaire pour pouvoir faire le lien entre ces innovations de ces communautés, mais un vrai produit qu'on puisse réellement utiliser. Alors, Jérôme, avant que vous répondiez, je vais tout de suite passer la parole à Quentin Adler, qui est aussi à Neuchâtel, en principe. Non? Ouvre ton petit micro, Quentin. Oui, voilà. Non, je pense que je serai la bonne personne pour vous répondre. Donc, je suis avocat et chercheur en droit de l'innovation à l'Université de Neuchâtel. Et mon thème, justement, de recherche, c'est l'open source hardware, sous financement donc, du Fonds national suisse. Et c'est exactement donc, les questions sur lesquelles je travaille. C'est-à-dire que, d'une part, alors je fais juste quand même vite fait, après je réponds précisément à la question, mais d'une part, il y a l'aspect que les licences libres de type open source hardware, il n'y a aucune analyse juridique en droit suisse qui a été effectuée, d'une part. Alors, on peut la prendre dans les grandes lignes, mais juste pour savoir, au niveau déjà sécurité du droit, il n'y a rien actuellement. Ensuite, le deuxième problème qu'on a, effectivement, vous le mentionnez sur la… Alors, ce n'est pas tellement la question de l'idée, mais c'est plutôt qu'on tombe dans des domaines qui rentrent dans celui du brevet. Et or, le brevet, contrairement au droit d'auteur sur lequel a fonctionné les logiciels ou fonctionnent les logiciels libres, le brevet, il demande un enregistrement. Et on ne peut pas juste… Et en plus de ça, c'est des inscriptions au niveau national. Donc, il y a une complication, notamment sur cette modalité de copyleft, c'est-à-dire… Vous formuliez, c'est un peu le mot-clé qu'il faudrait utiliser pour que vous disiez les modifications diffusées selon les mêmes conditions de licence. C'est le principe copyleft. Et celui-ci est pour l'instant difficilement transposable, en tout cas pose un certain nombre de questions au niveau des technologies qui tombent sous les brevets. Ça, c'est un élément. Après, vous mentionnez, et ça c'est totalement aussi dans le mille, dans les incertitudes juridiques, les obstacles réglementaires que vous avez pour déployer ces technologies ensuite sur le terrain. J'ai un aspect consacré ici sur la responsabilité légale à celle-ci. Je ne pourrais pas vous donner des réponses sur l'ensemble des réglementations, mais en tout cas, il faut créer une sécurité juridique accrue sur qui est responsable des technologies une fois qu'elles sont déployées. J'aurai des éléments de réponse à proposer, mais je ne les ferai pas ici. Si ça vous intéresse, je propose de faire une discussion bilatérale. Oui, je pense qu'on doit se parler. Et puis d'ailleurs, en l'occurrence, je crois que Jérôme, nous-mêmes, nous étions croisés, nous n'avons pas fait la suite de l'échange, donc ça sera aussi à réentamer. Et la dernière chose que je voulais aussi exprimer, au niveau des insécurités juridiques, mais ce n'est pas tellement ça, c'est plutôt qu'il faut le structurer, c'est les règles de communauté. Parce qu'un logiciel libre, il arrive à fonctionner tout seul sur sa licence, parce que tout est digitalisé, donc on arrive, après il y a les règles de communauté qui s'établissent derrière, mais ça se suffit à soi-même, la licence en principe, avec des règles de bon comportement derrière. En open source hardware, c'est qu'on rentre dans l'espace physique, et soudain, cet espace physique, il faut aussi savoir le régler. Voilà. C'est formidable. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi, pas vraiment, mais Jérôme, peut-être pour résumer ces langages geeks à des mortels que nous sommes. Oui, alors tout à fait, c'est clair. Alors, je suis tout à fait d'accord. Hein, ces licences sont tout à fait nouvelles. On est vraiment tout au début d'un cycle de développement. C'est clair qu'elles ne sont pas du tout parfaites, j'imagine. En plus, le droit diffère d'un pays à l'autre, donc il peut y avoir évidemment des écueils multiples dans tous les pays. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le fait de publier un développement, ça permet quand même une liberté d'exploitation. Ça veut dire quelqu'un ne peut pas aller breveter ce développement derrière parce qu'il a déjà été publié. Et donc, ça assure une liberté d'exploitation au reste du groupe. Et donc, voilà, si une entreprise fabrique un dispositif, elle ne peut pas empêcher une autre entreprise de fabriquer également. Ça, c'est peut-être déjà un premier élément de réponse, mais je serais ravi de discuter plus en détail avec Quentin le sujet. Et puis, sur l'autre question du cadre réglementaire, alors ça, c'est clair que c'est vraiment une question très, très intéressante. Et c'est clair que les entreprises utilisent et probablement vont utiliser ce cadre-là pour bloquer les développements open source. Et d'ailleurs, dans le cas des lunettes que je vous ai montrées, je me suis intéressé un peu moi-même justement au cadre réglementaire pour savoir est-ce qu'on avait le droit de fabriquer ces lunettes, sous quelles conditions, etc. Et donc déjà en pleine pandémie, ce n'était pas évident de trouver les bonnes personnes. Et j'ai probablement fait pratiquement 2 semaines, ou peut-être pas tout le temps, mais à contacter des personnes après, à être envoyé d'un service à un autre. Et évidemment, personne n'a réussi à me répondre. On m'a juste dit, il faut enregistrer le modèle auprès
des instances classiques. Donc là, évidemment, c'est tout un développement qui n'aurait pas lieu d'être. En fait, il y a quand même des façons de contourner un peu ça. D'une part, parce qu'on avait fait un modèle qui était en tout point similaire avec quelque chose qui était accrédité, suivant ce cadre réglementaire. Donc là, on pouvait montrer qu'il y avait équivalence de produits. Donc ça, c'était un point. Deuxième point, ce produit a été accepté, donc validé et accepté par la personne qui l'utilise. Donc ça, c'est aussi une protection. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau juridique, mais au moins une protection que la fonctionnalité était bonne. Et puis, il y avait aussi effectivement un cas de force majeure, parce qu'il n'y avait pas de... C'était ça ou rien, d'une certaine façon. Et donc, dans des cas de force majeure, le cadre réglementaire s'ouvre un petit peu. Mais c'est clair que c'est effectivement le grand problème. Et on avait déjà commencé au Fab Lab à Neuchâtel à y réfléchir il y a 2 ou 3 ans. Et on voit qu'il y a des possibilités de faire des développements open source pour du matériel tout en suivant un cadre réglementaire. Mais c'est clair que ça, c'est pas si facile. Il faut avoir à la fois un développement continu open source et puis faire ce qu'on appelle dans le domaine des cryptos, par exemple, des forks réguliers. Et puis c'est ces forks qu'on va ensuite passer à travers les aspects régulatoires. Et ça, c'est l'entreprise qui choisit, comme Smartphone par exemple, ou comme les entreprises qui fabriquent Arduino, de s'assurer qu'il y a une compatibilité électronique, par exemple dans ce cas-là, avec les normes réglementaires. Donc il y a des possibilités. Ce n'est pas simple, mais il y a des possibilités. Merci. Pardon pour la longueur. Voilà, on va peut-être essayer de prendre tout le monde pour des interrogations un petit peu aussi, peut-être plus philosophiques. Marisa, quand on est sur ce genre de thème, finalement, c'est au départ beaucoup de générosité de mettre ensemble le savoir pour progresser. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Merci Enza. Oui, moi j'adore l'idée de partager, donc évidemment c'est parfait. Là j'ai un peu l'impression d'avoir un cours de chinois et je vais peut-être savoir dire ni hao et si xie en fin de cours parce que c'est un peu du chinois, mais ce qui me plaît c'est le côté humain qui se développe autour de ça. Après, évidemment, les réglementations et les lois internationales et diverses, ça regarde des gens comme c'était Quentin qui s'occupe de tout ça, c'est bien. Il faut des gens qui mettent des règles puisque dans ce monde, on fonctionne comme ça encore et ça ne va pas s'arranger. Mais ça ouvre une belle perspective de partage. Moi, j'aime assez. J'aime bien l'idée. Merci en tout cas, c'est très intéressant. On va rester peut-être un peu sur ce thème. Roberto, on coach de l'humain. Comment on peut partager? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as une interrogation sur le sujet? Alors, ça me parle beaucoup, ça me fascine. Merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment inspirante. Alors, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est dernièrement, c'est les nouvelles formes d'organisation, aussi nouvelles structures de capital. Et je me posais 2 questions. Est-ce que c'est cette innovation vers l'extérieur, vers le marché, qui est une approche complètement différente, est-ce qu'elle se reflète aussi à l'intérieur de ces entreprises? Est-ce qu'elles marchent de façon différente? Est-ce qu'elles sont plus sensibles à des modes d'organisation coopératifs ou à structure plate ou autre? Et l'autre question, c'est au niveau des financements. Est-ce qu'elles ont grandi de façon organique, en commençant tout petit et puis en grandissant elles-mêmes, ou est-ce qu'elles ont eu l'occasion de lever des fonds? Est-ce qu'il y a des business angels, des venture capitals qui sont intéressés à ce type d'entreprise? Oui, oui, merci pour les questions qui sont très intéressantes. Au niveau des financements, je ne pourrais pas vous répondre. Simplement, souvent, quand il y a une entreprise qui naît autour d'une communauté d'utilisateurs, souvent c'est une nouvelle entreprise et très souvent, en fait, elle naît parce que une personne de cette communauté, comme dans le cas de Sparkphone, commence à
à vouloir produire les développements en question. Et au début, c'est très confidentiel. C'est des développements qui sont faits à toute petite échelle. Donc, est-ce qu'ils arrivent à autofinancer grâce à cette communauté, peut-être avec un financement participatif pour lancer les premières séries de 100 000 pièces, et puis après, petit à petit, ça vient. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui viennent? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, c'est clair que le financement participatif se prête très, très bien. Si vous faites partie d'une société qui développe des drones, par exemple, et puis, alors maintenant, c'est peut-être un petit peu tard, mais si on se replace il y a 5 ans en arrière, ça aurait été tout à fait possible de faire une levée de fonds participative pour quelques dizaines de milliers de francs, par exemple, qui permet de produire les premiers 200 drones, par exemple. Et en fait, ce financement participatif, c'est comme de la prévente. C'est-à-dire qu'on vend avant, et on demande 300 ou 400 $ ou un peu plus, je ne sais pas. Et ça permet de financer la production de la chose qu'on va ensuite distribuer. Donc ça, c'est effectivement une bonne façon de démarrer. Voilà. Ensuite, j'imagine qu'il peut y avoir des financements assez traditionnels, peut-être par des banques ou des prêts participatifs. Mais je ne suis pas un spécialiste du domaine. Voilà. Maintenant, sur leur forme de management, j'ose imaginer qu'ils ont un management aussi ouvert que leurs produits. Et je pense que c'est le cas. Mais là, de nouveau, il faudrait faire un peu un audit de ces entreprises, voir comment elles fonctionnent. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Merci beaucoup. J'aimerais donner la parole à Magali qui vient d'exprimer par écrit. Alors, c'est vrai que là, on est bien dans la technologie. Pour les autres secteurs, Magali, tu peux peut-être te présenter? Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord. Je suis comme tout le monde, je n'ai pas tout compris dans l'exposé très savant, mais je suis entièrement d'accord pour que toute avancée qui soit profitable à l'humanité soit absolument à disposition et sans brevet et sans barrière. En revanche, je me posais la question des créations artistiques et littéraires, parce que je pense qu'on a quand même le droit de les protéger, sans parler même de droit d'auteur, de ce que ça pourrait rapporter. Moi, je suis toujours en colère quand je vois des gens qui se permettent de mettre de la musique sur des vers de Verlaine, par exemple, qui n'est pas là pour se défendre, alors que lui disait que c'était déjà une musique en tant que telle. Et puis, voilà, je n'aimerais pas que les gens se permettent de corriger un manuscrit en disant « il est à tout le monde, et j'ai bien le droit d'en faire ce que je veux ». Voilà. C'est un peu la question que je me posais, parce que c'est aussi un pan de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on peut dénaturer le tout, Jérôme Miseret? Alors, pour les œuvres de propriété intellectuelle de type œuvre, artistique ou culturelle, il y a un autre système qui s'appelle les licences Creative Commons. Pardon, comment? Les licences Creative Commons. D'ailleurs, peut-être des fois, vous voyez un petit CC, des fois c'est marqué CC by SA sur une photo. Et en fait, ces licences, elles permettent justement de faire ça. Vous avez quelques règles à disposition que vous pouvez un peu combiner comme vous voulez. Et vous pouvez dire, voilà, cette photo, je la mets à disposition, mais par exemple, tout le monde peut l'utiliser, mais on doit citer que c'est moi l'auteur, par exemple. Ou alors, je peux dire, cette photo, je la mets à disposition, mais je ne veux pas qu'elle soit utilisée à des fins commerciales. Je ne veux pas la retrouver sur une publicité de quelque chose. Et je peux autoriser ou non la modification. Donc, si c'est de la musique, par exemple, je peux autoriser qu'il y ait des remixes ou qu'il n'y ait pas de remix. Donc, en indiquant ces quelques paramètres, je peux dire aux personnes qui vont trouver cette photo, ce morceau de musique, ce que je leur autorise de faire avec cette œuvre, qui reste ma propriété. Hein, au niveau de je reste l'auteur, mais je donne permission à toute personne de faire un certain nombre de choses avec cette œuvre. Et ça, je peux l'indiquer justement avec ces petits pictogrammes. Si je fais CC-NC, c'est-à-dire non-commercial, c'est-à-dire que je n'autorise pas la diffusion commerciale. Donc ça, c'est possible, ça existe. Dans le domaine du matériel ouvert, ben voilà, ce n'est pas encore totalement développé et peut-être qu'on ira effectivement dans ce cas-là, dans cette direction. Il y a Xavier qui aimerait intervenir. Xavier? Merci Jérôme. Il a décrit cette économie ouverte. Au même moment, il y a une économie circulaire qui se met en place. Au même moment, il y a une économie des circuits courts qui se met en place. Je vais essayer de donner dans un article de PME Magazine une espèce de vision de ce changement qui est à la fois, comme on l'a dit maintenant,
concerne le financement, concerne les communautés, concerne les produits, les services après-vente, concerne aussi les aspects juridiques. Ce qui est fantastique dans ce moment qu'on vit en ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la pandémie, hein, tout ça serait arrivé de toute façon, c'est qu'on est comme lors de la première révolution industrielle, en train de réinventer les entreprises. Je vous signale qu'en 1848, on a inventé la société anonyme. Ça n'existait pas avant. Et donc, toutes ces expériences dont on décrit et dont Jérôme détient vraiment beaucoup de savoir sur cette économie ouverte, hein, il y a les autres, nous sommes en train de vivre un tel moment, une rupture de la manière de voir le monde, beaucoup plus participatif, beaucoup plus basé sur des communautés, basé aussi sur un transfert du savoir extrêmement important, ce que Jérôme n'a pas souligné, mais c'est les gens qui travaillent dans cette économie ouverte, ils en connaissent un paquet. C'est des experts, c'est assez génial le transfert de connaissances qui a eu lieu. Eh bien, oui, ce moment-là, j'appelle ça le local. Merci beaucoup, Xavier. Alors, justement, Dragada, vous êtes sur l'ouverture, si j'ai bien compris, d'une plateforme innovante. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit, on est ensemble, on développe, on va de l'avant? Merci pour la question. En effet, j'ai fait la bataille. Je suis la première, je crois, ou l'unique femme qui a fondé sa propre entreprise individuelle en pleine crise à Genève. Et on cherche de se débrouiller. Et moi, je suis une femme de 53 années, donc je suis restée sans travail et je cherchais à trouver une solution. Donc, j'ai commencé une plateforme et j'ai trouvé beaucoup de soutien de mes collègues pour la développer. Mais malheureusement, j'ai essayé de, comme j'ai aucune expérience avec les startups et avec une entreprise individuelle. Donc, j'ai cherché de trouver une autre solution que j'imagine il y a beaucoup de monde qui cherche de trouver une solution à cette situation. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de startups aussi, les magasins, je vois dans les magasins que les personnes cherchent d'inventer quelque chose pour vendre quand même. Donc, la plateforme que je suis en train de former, c'est très importante en ce moment de métamorphosie de traditionnel au digital. Et donc, plutôt pour aider les personnes qui sont de canton de Genève et plutôt pour les personnes pour Confédération suisse quand même, parce que aussi une collaboration digitale, ça demande aussi d'améliorer la communication entre quatre langues natives officielles de la Suisse. Merci beaucoup, Dragana. Voilà, je suis navrée, il faut un petit peu… Non, ma question, c'est pour une start-up, n'importe quelle, formée en 2020, pour protéger une start-up innovative, pour protéger sa propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, voilà une question précise. Jérôme, est-ce qu'il y a une réponse? Alors ouais, déjà, il y a des gens plus spécialistes que moi dans le domaine, mais vous pouvez soit poser un brevet. Donc, si vous avez une invention, donc un dispositif que vous avez créé, vous allez poser un brevet. Vous pouvez déposer un modèle. Vous pouvez déposer le nom de l'entreprise. Enfin, voilà, il y a plusieurs aspects que vous pouvez faire. Ou alors, vous pouvez choisir justement de ne pas déposer de nom, de diffuser votre création en modèle ouvert et essayer d'attirer autour de vous une communauté qui va continuer à développer votre concept et donc travailler sur la vitesse, c'est-à-dire que cette communauté, travaillant avec vous, développant avec une très grande agilité, vous allez avoir une nouvelle version de votre produit peut-être tous les mois, et donc vous allez donc diffuser ça plutôt que diffuser un brevet. C'est une autre façon de se protéger, c'est de se protéger par la vitesse et par l'innovation, plutôt que passer par des brevets. Alors après, ce n'est pas forcément possible
dans tous les cas, ça dépend un peu de la structure de votre produit et de votre entreprise. Voilà. Mais on est un petit peu hors sujet, Dragana. Peut-être qu'il faut voir, pourquoi pas avec des consultants pour genre de Jocelyne Vautravers, qui est dans le consulting, je crois. Est-ce que ce sont des questions qui peuvent être au goût du jour? Alors, écoutez, non, moi, je suis dans gestionnaire de fortune, donc ça n'a rien à voir. Moi, j'ai consulting sur ma petite fiche. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, non, je participe à cette séance parce que j'étais très curieuse et j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup appris. Et ben, je n'ai pas de questions particulières. Merci beaucoup. Fabien Arevalo, formation, comment on va s'en sortir dans ces nouveautés? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de partage et puis forcément dans la relation client, le fait d'intégrer le client aussi à la création. Donc voilà, ça c'est une chose qui m'intéresse et j'aimerais bien avoir l'avis de Jérôme sur le sujet. C'est est-ce que dans ces modèles où finalement sont plusieurs producteurs, créateurs ensemble, est-ce qu'il y a des modèles où on inclut les clients dans la phase de conception? Absolument, merci. Oui, c'est une très bonne remarque. En fait, le premier client, ben, c'est le maker lui-même. Donc, effectivement, le maker, quand il fabrique quelque chose, quand il conçoit quelque chose, comme il le fait pour lui, en général, la conception, elle est bien faite parce qu'il veut avoir des fonctionnalités qui fonctionnent. Donc, c'est presque, oui, c'est presque encore plus fort que mettre le client au centre du développement. C'est presque le client qui développe lui-même, quelque part, parce que c'est le client qui va, s'il est maker, faire le développement avec d'autres makers. C'est pour ça que très souvent, les appareils qui sont développés en open source sont d'une fonctionnalité incroyable. Souvent beaucoup mieux que des produits qui sont développés par des entreprises, parce que peut-être justement, elles n'ont pas pensé suffisamment aux clients, ou ils ont pensé peut-être à une catégorie de clients, mais pas à d'autres, etc. Et Arduino, typiquement, le succès de cette carte, c'est parce que ça fonctionne formidablement bien, quoi. Il y a le microprocesseur, ils ont pensé à toutes les entrées. Si vous vous rappelez la petite carte où il y avait des entrées en haut et en bas, donc il y a des entrées numériques, des entrées analogiques, et tout ça, c'est interfaçable avec ordinateur. Donc toutes les fonctionnalités ont été pensées, parce que les gens qui ont développé ça, ils avaient besoin de ça. Et le succès, il est venu justement d'avoir des fonctionnalités qui sont très, très abouties dès les premières versions, et surtout qui évoluent et qui se renforcent grâce à chaque maker qui va rajouter son grain de sel à l'édifice. Donc oui, effectivement, le client, il est presque là avant le développeur et avant le produit, tout à fait. Alors justement, merci Jérôme. Par exemple, Marek, qui lui est dans le domaine hôtelier, il a plusieurs hôtels et il se dit, tiens, j'ai besoin de X un produit. Est-ce que par exemple, il peut s'adresser à une plateforme de développeurs qui vont mettre leur savoir ensemble pour créer un produit? Qu'est-ce que tu en penses, Marek? Tu penses que c'est… je ne sais pas ce que, merci Enza, je ne sais pas ce que Jérôme pense de cette possibilité, parce que j'aime bien l'idée de rapidité, de dynamique de ce projet. Enfin, autant qu'il est un peu utopique à ce stade-là, je pense que si il y a la pression sociale, s'il y a la pression des professionnels, des gens, par exemple, pourquoi pas les hôteliers, peut-être ça peut se développer aussi bien que le Wikipédia et puis des autres choses qui sont libres. Donc la liberté, la créativité, certainement, c'est très attirant comme idée. Maintenant, au niveau pratique, dans le monde qu'on vit, surtout en Suisse, on peut avoir des doutes. Merci. Jérôme, peut-être en guise aussi de conclusion, parce que vous ne l'imaginez pas, mais on a déjà passé 1 heure ensemble, les amis. Oui, alors, le domaine de l'hôtellerie, ce n'est pas un domaine que je connais très bien. Par contre,
j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de choses que vous pouvez faire avec le logiciel open source. Peut-être que vous pouvez travailler avec Linux plutôt qu'avec Windows. Il y a peut-être aussi des systèmes de réservation qui ont été développés par des gens en open source. Et peut-être ça peut être une alternative par rapport à avoir un système développé de façon propriétaire. Donc ça, c'est peut-être une possibilité. Par contre, ça veut dire aussi que par rapport à cette communauté, il faut aussi y participer. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir chez vous un développeur qui va installer ces systèmes chez vous pour faire tourner, disons, les réservations de l'hôtel. Mais peut-être qu'à un moment, vous aurez besoin d'une fonctionnalité supplémentaire que ce développeur chez vous va faire. Donc, vous allez le payer pour ça. Et puis ensuite, cette fonctionnalité supplémentaire, il va la renvoyer vers la communauté, vers Linux, vers la communauté qui a développé ce logiciel, de façon à améliorer le produit commun. Et comme ça, encore une fois, cette notion de communauté, et comme disait un petit peu Xavier, on retrouve aussi là un petit peu l'économie circulaire, les circuits courts, parce qu'évidemment, notre première communauté, c'est les gens qui sont autour de nous, avec qui on partage un destin, avec qui on partage une envie de faire. Et dans le domaine du matériel, souvent, c'est des communautés qui peuvent être très locales, parce que les savoir-faire peuvent être locales. Dans la région de Neuchâtel, c'est la machine-outil, c'est l'horlogerie. Et puis, en fonction des régions, ça peut être d'autres. Donc, le fait de développer une communauté, ça aide aussi à s'ancrer dans une région, dans une vision circulaire et locale de l'économie, qui est effectivement des modèles qui vont se développer. Ça doit être interactif, en tout cas. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Je voyais le pouce de Xavier levé pour dire combien c'était excellent. Je vous demande d'ouvrir au micro pour un bel applaudissement pour Jérôme Miseret. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on a passé ce début de semaine ensemble. À nouveau, ça fait du bien aux neurones. Merci 1000 fois. Dans l'ordre, le petit sondage habituel que Julien va nous envoyer. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement, puis on va rester entre nous. Merci Julien.